Bien, pour tout le monde. Monsieur Chetty, est-ce qu'on peut commencer? Oui, c'est tout bon. Vous avez des personnes en particulier? Je crois que c'est tout bon. Je crois que tout le monde est là. Oui, ouais, ouais, ça a l'air tout bon. Très bien. Bien, bonjour tout le monde. Je vous souhaite donc la bienvenue à la présentation publique de thèse de Monsieur Niels Chetty. Je m'appelle Gaetano Miletti et donc je suis professeur de physique au laboratoire temps-fréquence de l'Université de Neuchâtel. Ce soir, je vais représenter le décanat de la faculté des sciences. Cette manifestation va se dérouler en suivant le protocole presque usuel, malgré les regrettables circonstances liées à notre situation sanitaire qui nous interdit malheureusement d'y assister de manière présentielle. Néanmoins, ça reste une étape obligatoire et importante dans la carrière de tout jeune scientifique, mais aussi pour son directeur de thèse, le groupe de recherche qu'il dirige, et je dirais même toute la communauté universitaire en général. Dans un premier temps, je vais dire quelques mots sur Niels Chetty, sur son parcours ainsi que sur son travail de thèse. Ensuite, je lui céderai la parole pour qu'il puisse nous faire la présentation de son travail de thèse. Je le prononcerai alors officiellement docteur ès sciences. Et pour conclure la partie officielle de la manifestation, pour autant qu'il y ait une partie non officielle, enfin j'espère quand même, c'est le directeur de thèse, donc le professeur Jacques Savoie, qui s'exprimera. Alors peut-être juste un petit check, est-ce que quelqu'un doit signaler un quelconque problème technique? Je regarde le chat, ça ne semble pas être le cas, donc on peut continuer. Monsieur Niels Chetty est né à Meyrin et a d'abord fait un apprentissage d'informaticien, puis obtenu un diplôme fédéral de technicien en informatique en 2008. En 2009, il a débuté des études universitaires à distance en informatique à l'Université de Franche-Comté et obtenu sa licence avec mention très bien. Excusez-moi, j'ai loupé une étape là. Il a d'abord obtenu donc un diplôme fédéral de technicien en informatique en 2008, puis il a débuté ses études universitaires à distance en informatique à l'Université de Franche-Comté. Excusez-moi. Et obtenu donc sa licence avec mention très bien en 2011. Il a ensuite enchaîné avec un master en informatique toujours à l'Université de Franche-Comté et il l'a conclu en 2015 aussi avec mention très bien. Durant toutes ces années, M. Niels Chetty a, en parallèle de ses études, suivi une riche carrière professionnelle, ce qui me semble tout à fait remarquable. En 2016, il commence donc son travail de thèse à l'Université de Neuchâtel, sous la direction du professeur Jacques Savoie à l'Institut d'informatique. Ce travail donc va officiellement se terminer avec succès dans une petite heure. Durant ces 4 dernières années, M. Chetty a non seulement effectué les recherches qu'il nous présentera, mais il a aussi participé à de nombreuses activités d'enseignement à l'Université de Neuchâtel. Ces recherches ont donc déjà donné lieu à plusieurs communications scientifiques lors de conférences et aussi dans le cadre de notebooks, une forme de communication scientifique que je dois avouer j'ai découvert grâce à ce travail. Cet automne, M. Chetty a terminé son manuscrit de thèse et l'a soumis au jury qui était composé du professeur Jacques Savoie, donc directeur de thèse et professeur à l'Université de Neuchâtel, du docteur Francisco Manuel Rangel Pardo de Cimento Research à Nuremberg en Allemagne et par le docteur Valerio Scavoni
qui est aussi de l'Université de Neuchâtel. Face au même jury, M. Chetty a soutenu avec succès son examen le 9 octobre dernier. Dans leur rapport, les membres du jury ont souligné la qualité et l'originalité du travail effectué. À l'unanimité, ils l'ont recommandé de lui accorder le titre de docteur ès sciences. Il ne lui reste donc qu'à remplir une dernière formalité. Monsieur Chetty, la parole est à vous. Merci, merci beaucoup. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Peut-être la mettre au début quand même. Voilà. Est-ce que tout le monde peut voir? Parfait. Alors, merci beaucoup pour cette introduction et merci à toutes et à tous d'être ici ce soir. Mon travail de thèse concerne donc un champ de recherche qu'on appelle l'analyse d'auteur. Alors, l'analyse d'auteur, en analyse d'auteur, on veut retrouver qui est l'auteur d'un texte seulement à partir de marqueurs linguistiques, c'est-à-dire par la façon dont a une personne d'utiliser le langage. Alors, on aimerait retrouver non seulement la façon, l'auteur d'un texte, mais peut-être aussi certaines de ses caractéristiques. Par exemple, son origine, son genre ou son, milieu socioculturel. Alors, à quoi ça peut servir l'analyse d'auteur? Une application, c'est par exemple en, littérature, on aimerait savoir qui se cache derrière un pseudonyme, quel auteur se cache derrière un pseudonyme. Vous avez un exemple célèbre qui est, Elena Ferrante, qui est une auteure, italienne très connue et des techniques d'analyse d'auteur et d'analyse de texte par informatique ont permis de montrer qu'elle a un style très similaire à un autre auteur italien très connu, et donc que très possiblement c'est cet auteur qui se cache derrière Elena Ferrante. Un exemple très célèbre, c'est celui de Shakespeare. Certes, la paternité de certaines œuvres de Shakespeare est toujours discutée, et là aussi on peut appliquer des méthodes d'analyse d'auteur pour essayer de trouver qui se trouve réellement derrière certaines de ces œuvres. Et puis en politique, un exemple très célèbre aussi, c'est les Federalist Papers, qui sont des articles qui ont été publiés par un certain Publius pour soutenir l'adoption de la Constitution américaine. Et au départ, ces publications étaient anonymes. Depuis, on sait que c'est 3 auteurs, mais là aussi, on ne sait pas toujours qui est l'auteur de tel article. Et là aussi, l'analyse d'auteur va permettre de essayer de comprendre et de savoir qui se cache derrière certaines des publications. Une autre application, peut-être encore plus concrète, c'est celle dans le milieu judiciaire et criminel. Les premières applications de l'analyse d'auteur pour résoudre des affaires criminelles, c'était durant les années 90. Un exemple célèbre, c'est celui de Unabomber, qui est un terroriste qui a terrorisé l'Amérique pendant plus de 11 ans et qui, un jour, a publié un article, un manifeste dans le New York Times, et son style et ses idées ont été reconnus par son frère, qui a contacté le FBI, et des experts du FBI ont été les premiers à appliquer ce qu'on appelle la linguistique médico-légale, qui est de l'analyse d'auteur appliquée aux affaires criminelles. Et ils ont réussi à montrer à un juge qu'en fait, son style, le style d'Unabomber, était très similaire à celui de Theodor Kaczynski, qui était le frère de celui qu'il a reconnu. Et donc, c'était cette première application, et vous pouvez suivre toute cette identification dans une série qui s'appelle Manhunt, sur une célèbre plateforme de streaming. Et puis, dans les années 90, on a eu la résolution de plusieurs crimes grâce à l'intervention de linguistes et de l'analyse d'auteur. Par exemple, pour retrouver qui était l'auteur de messages de menaces ou de revendications. Et puis, plus proche de nous dans le temps, on a un phénomène qui s'appelle les fake news, qui sont des fausses nouvelles, des fausses informations qui sont propagées sur les réseaux sociaux. Et puis, elles ont une certaine influence sur, par exemple, sur des élections, par exemple sur les élections françaises de 2017 ou sur les élections américaines de 2016 et 2020. Et puis ici, on peut imaginer utiliser des techniques d'analyse d'auteur pour retrouver ou pour identifier qui sont les auteurs de ces fake news. Et puis, lorsqu'on a d'autres nouvelles qui arrivent,
savoir si les informations qu'elles contiennent sont crédibles ou non. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour identifier l'auteur d'un texte? Alors, une première méthode, c'est tout simplement de faire appel à un expert. Vous voulez savoir si un auteur, si l'auteur, par exemple, d'une pièce est réellement Shakespeare, eh ben, vous allez demander à un expert de la littérature de Shakespeare qui va vous faire une analyse, une argumentation, et puis qui va dialoguer avec ses collègues pour analyser vraiment un nouveau document, savoir si c'est Shakespeare ou pas. Une autre technique, c'est d'utiliser la linguistique computationnelle, c'est-à-dire l'utilisation de la linguistique avec de l'informatique pour traiter des grandes quantités de données et de documents. À partir de là, on peut faire des statistiques sur les documents textuels et on peut, par exemple, calculer les fréquences de mots, des fréquences de lettres, des combinaisons de mots qui sont présents dans certains documents. Et on va pouvoir faire un profil de l'auteur, et ce profil, on pourra le comparer à un nouveau document dont on a envie d'identifier le vrai auteur. Et puis, et donc on va utiliser ce profil et on va utiliser la puissance de l'informatique pour pouvoir faire des comparaisons textuelles. Et puis la dernière solution, celle qui m'a intéressé, c'est utiliser aussi des ordinateurs, aussi des logiciels, mais des logiciels un peu spéciaux, un peu nouveaux, qui sont capables d'apprendre à partir d'exemples. Alors, ils apprennent à partir d'exemples, on leur fournit des exemples, par exemple de documents dont on connaît l'auteur avec certitude, on leur fournit ces documents, et puis le logiciel va apprendre à reconnaître l'auteur, il va par exemple trouver par lui-même des patterns de schémas linguistiques, des patterns grammaticaux, des suites de mots qui sont caractéristiques de l'auteur. Et puis, une fois qu'on a effectué cette phase qui s'appelle l'apprentissage, et qui s'effectue sans intervention humaine, donc on appelle ça l'apprentissage automatique, qu'on appelle aussi le machine learning en anglais. Et ben, une fois que cette phase d'apprentissage est faite, on va lui fournir un nouveau document qu'on a envie de savoir qui est l'auteur derrière ce nouveau document, qui n'a pas été vu par la machine, et la machine va nous faire une prédiction. Et donc ça va nous permettre de connaître, selon l'apprentissage qu'a fait la machine, qui serait, selon elle, l'auteur derrière ce document. Alors on n'a pas seulement une méthode, c'est pas une méthode en soi, le machine learning, l'apprentissage automatique, c'est un ensemble de méthodes, et puis dans toutes ces méthodes, il y a une qui m'intéressait particulièrement, qui s'appelle l'apprentissage profond, ou deep learning en anglais, et puis c'est surtout à ces méthodes-là que je me suis intéressé. Et donc pour créer des logiciels qui sont capables d'apprendre, une des méthodes, qui est celle de l'apprentissage profond, c'est de s'inspirer du cerveau humain. Alors, le cerveau humain, c'est composé de neurones, qui sont des neurones naturels, mais on peut imaginer des neurones artificiels qui sont faits des simplifications mathématiques de ces neurones. Et puis, comme les neurones naturels, on va connecter ces petites unités entre elles, et puis dans les neurones artificiels, on va les connecter en couches, et puis lorsqu'on a un certain nombre de couches, eh ben, on appelle ça l'apprentissage profond. Et puis, ce qu'on a envie de faire, c'est par exemple, on a envie d'apprendre à ce réseau à reconnaître des images. On a envie d'apprendre à ce réseau à reconnaître des images de chats et de voitures, par exemple. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on présente au modèle une image de chat, par exemple. On laisse l'information se propager dans le réseau. Et puis, ce qu'on aimerait recevoir à la fin, c'est que le réseau nous prédise que c'est un chat. Donc, c'est la sortie qu'on attend du réseau. Et donc, pour avoir la sortie qu'on attend quand on lui présente cette image, on a des méthodes mathématiques qui vont nous indiquer comment modifier les connexions entre ces unités pour que le réseau, lorsqu'on lui présente cette image, nous donne une prédiction de chat. Donc, on sait comment modifier les nœuds, la manière dont sont connectées ces unités pour que le réseau donne la réponse qu'on attend de lui. Et on va faire ça pas seulement pour l'image de chat, on va faire ça pour une image de machine, pour une image de voiture, mais on va pas seulement le faire pour 2 images, on va le faire pour des milliers d'images, voire des centaines de milliers d'images. Et on va pas seulement le faire une fois, on va le faire plusieurs centaines de fois. Et puis, à force de changer ces connexions, eh ben, le réseau, il va apprendre à reconnaître ces images. Et puis, lorsqu'on va lui présenter une nouvelle image, soit de chat, soit de voiture, en fait, il va être capable
de reconnaître si sur cette image, il y a un chat ou une voiture. Alors ça, c'est une phase qu'on appelle l'apprentissage. Ces réseaux inspirés du cerveau humain sont très performants, par exemple, sur la reconnaissance d'images et ils sont très utilisés, dans plein de domaines. Par exemple, ce qu'on voit sur les voitures autonomes, la capacité d'une voiture à reconnaître un piéton en face d'elle sont effectuées avec ce type de réseau. Alors nous, ce qu'on a envie de faire, c'est pas de, reconnaître, des images. Nous, ce qu'on veut faire en analyse d'auteur, c'est reconnaître qui est l'auteur d'un texte. Alors une technique très simple pour ça, c'est de rajouter au réseau ce qu'on appelle une connexion récurrente et en fait, cette connexion récurrente, elle, connecte une couche à une couche plus en avant et sans entrer dans les détails techniques, ce qui est essentiel à savoir, c'est qu'en fait, ce réseau, lorsqu'il a une connexion récurrente, possède une certaine propriété qui est similaire à celui du cerveau humain, c'est la capacité d'avoir une sorte de mémoire. Et grâce à cette mémoire, lorsqu'on présente un mot à l'entrée du réseau et qu'on lui présente plusieurs mots, il va être capable à chaque fois de stocker cette information dans sa mémoire. Et donc quand, ce réseau a stocké un certain nombre de données textuelles, un certain nombre de mots, on va lui apprendre, en fait, à reconnaître qui est l'auteur qui est dans sa mémoire, du texte qui est stocké dans sa mémoire. Par exemple, ici, on peut imaginer que le réseau, a estimé qu'il y a 40 de chances que le texte qui est dans sa mémoire a été écrit par l'auteur numéro 1. 30 par l'auteur numéro 2, 10 par l'auteur numéro 3 et 20 par l'auteur numéro 4. Alors, ces types de réseaux avec des connexions récurrentes sont très efficaces pour traiter des documents textuels, pour traiter du texte. Et puis, ils ont une autre propriété qui est très intéressante et qu'on va voir par la suite et qui est essentielle en analyse d'auteur, c'est que je peux avoir une prédiction pas seulement pour un document, mais pour un flux de texte. Et donc, à chaque fois que je lui donne un nouveau mot, il est capable de me donner une prédiction. On va voir que ça, c'est quelque chose qui est essentiel en analyse d'auteur. Alors, quelque chose d'essentiel, vraiment problème avec l'application des réseaux de neurones artificiels à l'analyse d'auteur, c'est premièrement que c'est une des propriétés des réseaux de neurones, c'est qu'ils sont extrêmement gourmands en données. Alors, quand on dit qu'ils sont gourmands en données, ça veut dire qu'ils ont besoin d'énormément d'exemples, par exemple de documents avec l'auteur correspondant, pour pouvoir apprendre de manière efficace. Le problème en analyse d'auteur, c'est que on est évidemment limité par le nombre de données qui sont disponibles. Vous pouvez pas, si vous voulez, authentifier un document qui est peut-être une pièce qui a été écrite peut-être par Shakespeare, vous pouvez pas demander à Shakespeare d'écrire une nouvelle pièce, juste parce que vous avez envie de plus de données pour faire l'apprentissage d'une méthode. Donc vous êtes complètement limité, même dans les affaires criminelles, vous êtes limité, vous ne pouvez pas demander à avoir du texte supplémentaire. Donc ça, c'est un premier problème que j'ai eu à faire face quand j'ai voulu appliquer ces modèles à l'analyse d'auteur. Et puis la deuxième grand problème, deuxième grosse question, c'est qu'il est difficile de justifier comment a été faite une prédiction. Je prédis que l'auteur d'une lettre de menace, c'est effectivement celui qui est accusé au tribunal, mais moi j'ai besoin, pour pouvoir être crédible et pour pouvoir vraiment justifier de ma prédiction, j'ai besoin de donner des explications. Et ça, on va voir juste après que c'est quelque chose d'extrêmement difficile avec les réseaux de neurones. Alors, pour vous montrer à quel point, pourquoi c'est difficile, alors je vais prendre une autre méthode qui est utilisée en apprentissage automatique, qui sont les arbres de décision, et puis on va voir comment ils font une prédiction, et puis on va voir comment les réseaux de neurones font une prédiction. Alors, les arbres de décision, c'est très simple, c'est une suite de nœuds qui sont à chaque fois connectés à des branches, et puis chaque nœud représente une décision, par exemple, ça peut être une propriété du texte, par exemple, est-ce qu'un mot est présent? Et puis les feuilles représentent la prédiction qui a été faite par le modèle. Alors par exemple, si je lui soumets un document, que le mot 1 est pas présent et que le mot 2 n'est pas présent non plus, la prédiction, c'est que c'est l'auteur numéro 2. Et tout cet arbre, qu'on appelle un arbre de décision, on a des méthodes informatiques qui permettent de les construire à partir des données et des exemples qu'on fournit au logiciel. Et une fois que la prédiction a été faite, par exemple, l'arbre de décision, le logiciel a prédit que quand on lui a soumis un nouveau document, c'est l'auteur numéro 1 qui est l'auteur de ce document.
on est capable de retracer toute la prise de décision. On sait que c'est parce que c'est le mot 1 qui n'a pas été présent, mais que le mot 2 a été présent, et que c'est comme ça que l'arbre de décision a fait sa prédiction. Et donc, on peut fournir cette information quand on en a besoin. Avec les réseaux de neurones, si on imagine le réseau a aussi prédit l'auteur 1, qui est l'auteur juste, imaginons, on lui a fourni un document, il a fait toute une procédure de calcul, et puis la sortie, c'est l'auteur 1. Vous avez dans ce réseau, ici, c'est juste un exemple, puisque on sait que, en réalité, ici, on a à peu près une dizaine d'unités, mais que dans les réseaux utilisés en pratique, on a plusieurs milliers, voire plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'unités qui sont utilisées dans ces réseaux. Donc lorsqu'il fait une prédiction, la seule chose que vous avez, c'est les niveaux d'activation de chaque unité, la façon dont elles sont connectées, et ça ne vous dit pas grand-chose, ou quasiment rien du tout, sur la façon dont le modèle a réussi à vous prédire que c'est l'auteur numéro 1. Alors les objectifs que j'ai eus pendant cette thèse, c'était de répondre à 3 questions. Le problème, la première question était de savoir si ces modèles basés sur les réseaux de neurones artificiels peuvent être aussi performants que des méthodes classiques, d'autres méthodes classiques qui sont utilisées en analyse d'auteur. Les modèles, comme je l'ai dit, les modèles basés sur le réseau de neurones sont très performants sur plein de tâches. On les voit partout actuellement, ils sont utilisés dans plein de technologies, dans la reconnaissance faciale, dans les voitures autonomes. Ils sont très performants sur tout un ensemble de tâches. Mais en analyse d'auteur, ils ont encore des performances qui sont très décevantes. Donc la question ici, c'était est-ce qu'on peut trouver certains types de réseaux qui sont capables de faire face au peu de données qu'on a dans ce domaine et qui sont capables quand même d'apprendre à partir de ce petit nombre d'exemples et qui sont quand même capables d'avoir une performance qui est correcte ou en tout cas qui est à peu près similaire aux méthodes classiques dans ce domaine. La deuxième question, c'était est-ce qu'on peut trouver, ou est-ce qu'on peut utiliser, ou est-ce qu'on peut restreindre, est-ce que je peux restreindre mes recherches à certains modèles qui ont une architecture. Donc quand on parle d'architecture, c'est la façon dont les unités, dont les réseaux, dont les neurones artificiels sont connectés. Est-ce qu'on peut trouver se restreindre à certains types de réseaux qui peuvent donner certaines informations? Puisque, comme je l'ai montré, il est très difficile d'avoir des justifications. C'est des modèles qu'on appelle boîte noire, donc c'est difficile de voir comment ces méthodes fonctionnent. Et donc la question là, c'était est-ce que je peux prendre certains types de réseaux et voir s'ils peuvent me donner plus d'informations? Puis une troisième question, c'était selon les différentes architectures que j'ai, parmi les différentes façons que j'ai d'organiser ces unités, est-ce qu'il y a des architectures qui sont un peu plus performantes, qui sont meilleures et qui sont plus adaptées à résoudre cette tâche de l'analyse d'auteur? Alors, pour faire mes évaluations, donc pour tester tous ces différents modèles, j'ai sélectionné 3 candidats, qui sont donc des types de réseaux de neurones. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, seulement vous donner les propriétés essentielles de ces 3 types de réseaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle les Echo-State Networks, qui sont des réseaux très très simples, puisqu'en fait, c'est juste des unités qui sont connectées aléatoirement. La première particularité, c'est que ces réseaux sont inspirés du cerveau humain, c'est-à-dire que vous avez des réseaux similaires qui sont dans les parties du cerveau qui sont utilisées pour apprendre le langage ou pour traiter, pour apprendre la grammaire, par exemple. Donc, ils sont inspirés du cerveau humain, ils sont très simples, donc on n'a pas besoin d'énormément de données, et puis on n'a pas besoin de beaucoup de puissance de calcul et de temps pour les faire apprendre. Et surtout, ils n'ont absolument jamais été appliqués non seulement à l'analyse d'auteur, mais ils n'ont jamais été appliqués à des données textuelles, à du traitement de texte. Donc c'est une première. Et puis les 2 autres types de réseaux, qu'on appelle des GRU et des LSTM, sont des réseaux beaucoup plus complexes, beaucoup plus puissants, parce qu'ils ont beaucoup plus d'unités qui les composent. Et même si vous ne les connaissez probablement pas, en fait, vous les utilisez probablement tous les jours, puisqu'ils sont massivement utilisés dans l'industrie, par exemple par les géants du numérique, dans plein de leurs services. Donc, par exemple, si vous utilisez Google Translate, il est très probable que vous avez ce type de réseau derrière qui sont utilisés. Lorsque vous utilisez votre assistant vocal, en fait, derrière, c'est ce type de réseau qui est utilisé aussi pour faire de la reconnaissance vocale, pour reconnaître les mots que vous prononcez quand vous parlez à votre assistant vocal.
Et puis, ils sont très performants, mais comme ils ont plus d'unités, ils ont besoin de plus de données lors de leur apprentissage et ils prennent plus de temps. Donc la question là, c'était à partir de ces 3 types de réseaux, quel est le plus performant et lequel je peux utiliser pour résoudre l'analyse d'auteur. Alors comment est-ce que je peux comparer ces méthodes, puisque la question c'est de comparer ces réseaux, ces 3 réseaux, et comparer les méthodes classiques en analyse d'auteur, et comment je peux faire. Première chose, c'est de composer un jeu de données, ce qu'on appelle un jeu de données, qui est en gros un ensemble d'exemples de documents avec leur auteur correspondant, par exemple. On les soumet aux différentes méthodes qu'on veut comparer. On effectue l'apprentissage en leur donnant ces exemples. Puis une fois que j'ai fait l'apprentissage, je leur soumets des documents dont moi je connais la solution, je connais la vérité, mais dont la machine n'a jamais vu. La machine n'a jamais vu ces documents. Et puis ça va me permettre de quantifier leur performance. Donc quand je dis quantifier, c'est par exemple le pourcentage de documents qui ont été correctement reconnus par la machine. Puis à partir de là, j'ai mes 3 évaluations et puis je peux les comparer. Donc je peux comparer mes méthodes et je peux les comparer entre elles, je peux les mettre en premier, deuxième, etc. et dire laquelle est la meilleure, laquelle est la moins bonne. Par contre, le monde étant incertain, on ne peut pas, il est possible que les données avantagent certains modèles, par exemple, et que donc certains modèles apparaissent ou certaines méthodes apparaissent meilleures juste parce que les modèles leur sont adaptés, par exemple. Donc la dernière étape, c'est qu'on va essayer de quantifier la probabilité que une méthode soit meilleure qu'une autre juste par hasard. Et donc une fois qu'on a effectué cette étape, on a des informations sur les méthodes, les meilleures méthodes qui sont applicables, si elles sont réellement meilleures qu'une autre, et donc on va pouvoir présenter ça dans des publications scientifiques. Alors, pour évaluer tous ces modèles, donc mes modèles de réseau de neurones, mes différents modèles de réseau de neurones et les modèles classiques, j'ai voulu utiliser 3 tâches à résoudre pour ces modèles, qui sont classiques en analyse d'auteur. La première tâche, c'est ce qu'on appelle l'attribution d'auteur. Donc dans cette tâche-là, ce qu'on veut, c'est savoir qui est l'auteur d'un document. Donc ici, ce que j'ai utilisé, c'est ce qu'on appelle des actualités, des news de Reuters, qui viennent de Reuters, qui sont toutes en anglais. Et on a un ensemble de news qui ont été écrits par 15 auteurs, et pour chacun de ces 15 auteurs, on a 100 documents. Et donc, on sait à chaque fois qu'une actualité est le travail d'un seul auteur. Il n'y a pas d'actualités qui ont été écrites par 2 auteurs. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner un ensemble d'actualités avec l'auteur correspondant à faire apprendre par la machine. Puis une fois qu'elle a appris, on va lui donner une nouvelle actualité, dont on ne donne pas le vrai auteur. Et puis, la machine, elle va faire une prédiction elle va essayer de prédire qui est l'auteur parmi ces 15 auteurs. Et on sait que c'est parmi ces 15 auteurs. Ça ne peut pas être un auteur extérieur. Et donc, à la fin, on va évaluer la méthode sur le nombre de documents qui ont été correctement classifiés. La deuxième tâche que j'ai voulu utiliser, c'est ce qu'on appelle le profilage d'auteur. Et cette fois, on ne se demande pas qui est l'auteur d'un document, on a envie de savoir si l'auteur d'un document est un homme ou une femme. Et pour ceci, j'ai utilisé cette fois pas des documents qui viennent d'actualité de Reuters, mais des données qui viennent des réseaux sociaux, qui sont d'une nature très différente de la tâche précédente, et qui viennent en particulier du réseau social Twitter. Donc pour ceux qui ne savent pas, Twitter, c'est un réseau social qui permet d'envoyer des messages très courts, qu'on appelle des tweets, qui font au maximum 240 caractères. Et donc, on peut imaginer, on a 3600 utilisateurs, et pour chaque utilisateur, on a 100 tweets. Et donc, à chaque fois, on va fournir ces 100 tweets pour un utilisateur à la machine, avec l'information de savoir si c'est un homme ou une femme. La machine va apprendre, et ensuite, on va lui fournir un autre paquet de 100 tweets, et on va lui demander de prédire si c'est un homme ou une femme, et à nouveau, on va évaluer sa performance sur le nombre de documents d'ensemble de 100 tweets qui sont correctement classifiés. Et donc, c'est tous ces ensembles de données, et les données utilisées pour la tâche précédente, donc sont des données qui sont disponibles sur Internet, qui ont été récoltées par la communauté scientifique, et donc qui sont simplement utilisables qui ont pu être utilisées simplement pour mes tâches. La troisième tâche, et c'est celle qui est la plus difficile, c'est ce que j'ai appelé l'extraction d'auteur. Et ici, ce qu'on se demande, ce qu'on se pose comme question,
ce n'est pas qui est l'auteur d'un document, mais on a des documents qui ont été écrits par plusieurs auteurs, donc ce sont des documents collaboratifs, et là, on a envie de savoir dans ces documents quelles parties ont été écrites par un auteur spécifique. Et il n'y avait pas de données disponibles à ce niveau-là pour effectuer cette tâche, donc j'ai recueilli des données, j'ai créé ce qu'on appelle un jeu de données à partir de données disponibles sur le site archive.org, qui est un site qui archive plein d'informations sur Internet. Et donc j'ai créé un jeu de données qui est composé de numéros de magazines, de 2 magazines de science-fiction américains très connus, qui s'appellent Galaxy Science Fiction et If Science Fiction, qui sont des magazines de science-fiction publiés pendant les années 50, 60 et 70. Et donc dans ces documents, on a des nouvelles écrites par des auteurs de science-fiction ou des gens venant du cahier des lecteurs ou des tables de matière, etc. Et donc dans ces documents, dans ces nouvelles, dans ces numéros de magazine, on a envie de détecter, de savoir quelle partie, par exemple, a été écrite par un auteur spécifique. Et donc, j'ai composé ce jeu de données en allant sur Internet, en allant extraire de manière automatique ces informations sur archive.org, qui sont disponibles gratuitement et qui peuvent être utilisées. Et je suis allé, dans ces documents, aller reconnaître les parties et écrire quelles parties ont été écrites par tel auteur, en vérifiant dans les tables des matières, etc., pour tout l'ensemble des numéros qui m'étaient disponibles. Donc ça n'a pas été la partie la plus passionnante, puisque j'ai dû faire ça pour des centaines de numéros, aller vérifier dans les tables de matière, aller aux endroits correspondants, taguer. Et c'est ces données-là ensuite que j'ai fournies au logiciel d'apprentissage pour apprendre à me dire si à tel point il s'agit d'un texte écrit par un auteur particulier. Donc dans ces documents, dans tous ces numéros, on a des milliers d'auteurs. Donc la question, c'était de choisir des auteurs qui ont assez de textes et assez écrit assez de nouvelles pour pouvoir être reconnus. Donc j'ai sélectionné parmi tous ces auteurs 3 auteurs. Le premier, c'est Isaac Asimov, qui est un auteur de science-fiction extrêmement connu, qui est connu particulièrement pour la série de livres et de romans qui s'appelle Fondation. Le deuxième, c'est un auteur qui s'appelle Philippe K. Dick, qui est lui très connu par contre pour les nombreuses adaptations qui ont été faites de ses livres au cinéma. Donc vous avez par exemple Blade Runner, Total Recall et Minority Report. Et puis un dernier qui est moins connu du grand public, mais qui est quand même très connu dans le milieu de la science-fiction, puisqu'il a reçu un nombre incalculable de prix et a été déclaré Grand Master of Science Fiction par de nombreux magazines. Et donc pourquoi utiliser ces 3 auteurs ? Principalement parce qu'ils ont été publiés pendant la même période. Et donc, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est que l'algorithme ne puisse pas, par exemple, détecter des types de langages différents qui sont utilisés pendant des périodes différentes. Donc, on choisit que des auteurs qui sont pendant les mêmes périodes. Ils ont publié suffisamment de nouvelles, ce qui nous permet d'avoir suffisamment quand même de données pour pouvoir effectuer la phase d'apprentissage. Et puis, on sait qu'ils n'utilisent pas de pseudonyme, donc on sait qu'au milieu des données, il n'y a pas tout d'un coup des textes qui ont été écrits par eux, mais dont on n'est pas au courant. Donc là, par exemple, entraîner des logiciels pour reconnaître un auteur, par exemple, de science-fiction, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser par la suite pour, par exemple, détecter si un autre auteur a utilisé un pseudonyme, et donc parcourir des numéros de magazine et détecter, là, on a des patterns de mots et de phrases qui sont très similaires à un auteur qu'on connaît, donc peut-être que c'est un pseudonyme de cet auteur. Alors, pour vous donner un exemple de comment on peut utiliser ce type de réseau de neurones pour pouvoir extraire de l'information et pour justifier quand même quand on fait une prédiction, ça, c'est ce qu'on obtient quand on a entraîné un réseau de neurones et qu'on lui a fait donner un nouvel exemple. Ce que vous avez, c'est qu'en rouge, plus le mot est en rouge, plus le niveau de rouge est haut, plus la probabilité que ce soit l'auteur, le vrai auteur du texte, est importante. Donc, à chaque fois, le réseau de neurones est capable de déterminer pour chaque point dans le texte la probabilité que ce soit un auteur particulier. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder les mots qui augmentent énormément la probabilité que ce soit l'auteur pour une zone particulière. Donc, on peut voir là, on a une zone qui est très typique de l'auteur de ce texte. Et puis, on peut voir qu'il y a certains mots qui augmentent énormément la sortie du réseau et donc qui sont
selon le réseau typique de cet auteur. Donc on a des mots, mais des combinaisons de mots, Caisse nationale, agricole, compagnie 2, Belgique, SNS, etc. Donc à partir de là, on peut faire des listes de mots qui sont typiques d'un auteur, on peut faire des listes de combinaisons de mots, de structures grammaticales qui sont typiques d'un auteur. Et donc on peut aller devant un tribunal, par exemple, et utiliser ces informations. Alors essentiellement, quels ont été mes résultats lorsque j'ai effectué ces évaluations? Un premier résultat important, c'est que le premier type de réseau de neurones que je vous ai présenté, les Ecostat Network, qui sont les plus simples, qui sont inspirés par le cerveau humain, ont obtenu des résultats sur les 2 premières tâches qui étaient vraiment similaires ou très proches des méthodes classiques utilisées dans ce domaine-là, et que donc on a une réponse à notre première question, c'est que ce type de réseau de neurones sont capables de résoudre ces tâches de manière efficace, et sont capables de faire face au peu d'exemples disponibles dans ce domaine-là. Et ils sont certainement efficaces face aux autres types de réseaux de neurones parce qu'ils sont beaucoup plus petits, beaucoup plus simples, et donc sont beaucoup moins gourmands en données. Et non seulement ils étaient très efficaces, mais on sait que sur la troisième tâche, les ESN, ce type de réseau, étaient les seuls capables d'obtenir des résultats qui étaient meilleurs que le hasard, sur cette troisième tâche qui était la tâche vraiment la plus compliquée. Et puis une deuxième chose, c'est que ces ESN ont été capables d'obtenir de meilleurs résultats que les réseaux beaucoup plus gros, beaucoup plus complexes, qui sont utilisés partout dans l'industrie, essentiellement, probablement parce qu'ils sont moins gourmands en données et donc beaucoup plus efficaces sur cette tâche d'analyse d'auteur. Ils étaient non seulement beaucoup plus efficaces, mais ont eu un temps d'entraînement beaucoup plus rapide, ce qui permet aussi, en pratique, d'être beaucoup plus efficace et d'être vraiment applicable sur des cas concrets. Et puis, la dernière chose, c'était qu'effectivement, comme je vous l'ai montré sur la présentation, sur la slide précédente, c'est que ce type de réseau de neurones sont, lorsqu'on les utilise et qu'on les entraîne de cette manière-là, peuvent être utilisés pour donner plus d'informations. Donc ce ne sont pas des boîtes noires dont le fonctionnement est totalement impénétrable, mais ce sont aussi des réseaux plus transparents, dont on peut comprendre la manière dont ils effectuent une certaine prédiction et dont on peut fournir certaines justifications et donner certaines informations. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Bien, merci beaucoup pour Merci. cette présentation. Malheureusement, on ne peut pas attendre les applaudissements. Ils résonnent un peu dans nos têtes. Je suis sûr que tout le monde a été captivé par votre présentation, durant laquelle vous avez été capable de vulgariser une matière qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Alors, comme je le disais tout à l'heure, suite à cette présentation, j'ai vraiment l'immense plaisir de vous prononcer docteur ès sciences de l'Université de Neuchâtel. J'aurais souhaité vous serrer la main en même temps, mais malheureusement ceci n'est pas possible. Mais enfin, je vous adresse toutes mes félicitations Merci au nom beaucoup. du décanat de la Faculté des sciences. Merci. Et voilà, alors je pense que chacun applaudit de son côté, mais la partie officielle donc n'est pas encore terminée. J'aimerais céder maintenant la parole au directeur de thèse, au professeur donc Jacques Savoie. Merci. C'était un plaisir de travailler avec Niels durant ces 4 années. Et Niels a fait preuve d'une très grande autonomie. Autant il a parlé de systèmes de deep learning, il aurait pu parler aussi de systèmes autonomes, des systèmes humains autonomes. Et c'était très agréable. Il oublie un petit peu de mentionner le contexte dans lequel il travaillait, puisque souvent, chaque année, il y avait j'allais dire compétition, la campagne d'évaluation de clés
dans lequel nous recevions des données que l'on devait traiter pour trouver les auteurs ou trouver le genre de l'auteur. Et dans tous ces cas, Niels a appliqué ses réseaux et obtenu des résultats qui étaient tout à fait intéressants. Au début, la première année, c'était le seul qui utilisait des deep learning pour faire ce travail. Et plusieurs personnes se sont très vite intéressées à cette stratégie. Si on replace ceci dans un contexte informatique, on se souvient que l'année passée, le prix Turing a été décerné aux 3 personnes qui ont propulsé à l'avant et qui ont amélioré les techniques de deep learning. Donc, ce n'est pas un sujet qui est marginal. Et le grand challenge pour Niels, ça a été de dire, puisque ces réseaux marchent très bien pour la reconnaissance d'objets sur les photos ou les vidéos, est-ce que cela pourrait fonctionner pour le texte et reconnaître les auteurs? Et comme il l'a mentionné, le volume de données n'est pas le même. Et puis, en fait, je suis très heureux de voir qu'il a réussi avec ses Echo-State Network de réduire le temps d'apprentissage à des temps raisonnables, parce qu'on oublie que parfois ça peut prendre plusieurs heures, parfois plusieurs jours, plusieurs semaines, et dans ces Echo-State Networks, ce n'est pas le cas. On arrive en quelques minutes parfois à obtenir ce que l'on veut. Et surtout, mon deuxième qui me semble important, c'est de pouvoir expliquer le résultat de ces recherches et le résultat de ces réseaux. Je remercie Niels pour son travail. Je lui souhaite bonne chance dans son nouveau travail à l'Université de Genève. Voilà, donc, comme je disais, la partie officielle se termine maintenant. Parfois, il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole après la partie officielle. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, peut-être vous laisser dire au revoir, Niels. Oui, alors j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier tout le monde, pour remercier l'Université de Neuchâtel, pour remercier tous mes collègues, pour remercier particulièrement le professeur Savoie pour avoir pu travailler avec lui et pour remercier ma famille et mes amis pour le soutien. Voilà, merci à tous. Niels,